Et si les mondes de science-fiction qu'on adore n'étaient plus de simples histoires, mais des plans d'architectes pour notre avenir? Aujourd'hui, on va plonger dans un projet qui a précisément cette ambition folle, faire du rêve d'une civilisation galactique un véritable plan d'action pour l'humanité. Le point de départ d'un projet pareil, c'est une vision. Une vision qui semble tout droit sortie d'un roman. L'idée est simple, mais immense. S'inspirer des géants comme Star Trek, Isaac Asimov ou Ian Banks. Et attention, il ne s'agit pas de voir leurs œuvres comme de la fantaisie, mais bien comme une sorte de feuille de route pour le futur. Forcément, la question se pose tout de suite. C'est bien beau de rêver, mais comment on passe de l'inspiration à l'ingénierie? Quels sont les obstacles, les murs gigantesques qui se dressent entre nous aujourd'hui et ce futur galactique? C'est exactement ce qu'on va décortiquer étape par étape. Alors, la première étape, c'est la vision. Ça demande de changer complètement notre échelle de pensée. Pour assurer notre survie à long terme et vraiment partir à la conquête de l'univers, il n'y a pas 36 solutions, il faut devenir une espèce multiplanétaire. Pour mesurer une ambition pareille, il existe un outil assez fascinant, l'échelle de Kardashev. En gros, elle classe les civilisations en fonction de leur maîtrise de l'énergie. Une civilisation de type 1, par exemple, contrôle toute l'énergie disponible sur sa planète. Le truc, c'est que nous, l'humanité, on en est à peine à 0,73 sur cette échelle. On n'est même pas encore une civilisation de type 1. Autant dire qu'on a du chemin à faire. Et ça nous amène directement au premier mur, sans doute le plus fondamental de tous, le défi énergétique. Toute ambition de ce type demande des quantités d'énergie qui font paraître notre production actuelle complètement ridicule. Regardez bien ce chiffre, 1 sur 500 millions. C'est la fraction de l'énergie totale émise par le Soleil qui arrive jusqu'à nous, sur Terre. C'est une part infime. La quasi-totalité de l'énergie de notre étoile est tout simplement perdue dans l'espace. C'est une ressource colossale qui nous passe sous le nez. Pour mettre ça en perspective, voilà notre production électrique mondiale actuelle, et à côté, l'énergie totale que le Soleil nous envoie. Le fossé est juste vertigineux. Ça saute aux yeux. La solution à notre soif d'énergie, elle ne se trouve pas vraiment sur Terre, mais bien au-delà. Alors, pourquoi l'espace? Eh bien, les avantages sont écrasants. Là-haut, pas de nuages, pas de nuit. Le Soleil brille 24 heures sur 24 et son énergie n'est pas filtrée par l'atmosphère. Et puis, on évite tous les problèmes qu'on a sur Terre, le manque de place et le fameux syndrome du « pas dans mon jardin ». La logique est vraiment implacable. Ok, donc l'énergie, on sait où la trouver. Mais pour construire et piloter des milliers, voire des millions de satellites solaires, il faut un cerveau. Un cerveau d'une puissance de calcul absolument phénoménale. C'est le deuxième gros défi. Et la solution proposée porte un nom, Terafab. Le véritable goulot d'étranglement, c'est ça, la puissance de calcul. Ce sont des puces électroniques surpuissantes, pas de robots autonomes, pas d'usine dans l'espace, rien. C'est pour débloquer ça que Terafab a été imaginé, en réunissant l'expertise de SpaceX pour le spatial, de Tesla pour la robotique et de XAI pour l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que ce Terafab a de si révolutionnaire? C'est une usine qui va regrouper toute la chaîne de production de puces sous un seul et même toit. C'est une première mondiale. Et l'avantage, c'est que cette proximité permet une boucle d'amélioration ultra rapide. On peut concevoir une puce, la fabriquer, la tester et l'améliorer à une vitesse absolument jamais vue. Et cette usine ne va pas produire un seul type de puce, non, mais bien deux familles stratégiques. D'un côté, des puces pour les robots et les véhicules, optimisées pour être produites en masse, et de l'autre, des puces bien plus spécialisées pour l'espace, conçues pour résister aux radiations et aux températures extrêmes. Bien, on a un plan pour l'énergie et un plan pour le cerveau du projet. Il reste un petit détail, comment on fait pour transporter des millions de tonnes de matériel là-haut? On arrive au troisième grand défi, celui de la logistique spatiale. Accrochez-vous bien. L'objectif est de mettre en orbite 10 millions de tonnes de matériel par an. Pour se faire une idée, c'est plus de 1000 fois la masse de la Station spatiale internationale, chaque année. Le chiffre est juste hallucinant. La clé pour réussir un exploit pareil, elle a un nom, le Starship. Sa capacité de transport est pensée pour augmenter de manière radicale. On parle de passer de 100 tonnes par vol actuellement à 200 tonnes avec les prochaines versions et sans doute bien plus après. C'est ce véhicule qui doit rendre cette logistique folle possible. La première phase du plan est donc la suivante. Déployer en orbite de quoi générer 1 terawatt d'énergie solaire. Assez pour alimenter une toute nouvelle génération de centres des données directement dans l'espace. Un objectif qui est déjà en soi titanesque. Mais pour vraiment changer la donne, pour atteindre ce fameux statut de civilisation de type 1, il faut voir encore plus loin. 1 terawatt, c'est un bon début. Mais comment on passe à un pétawatt? C'est-à-dire 1000 fois plus de puissance. Pour ça, l'orbite terrestre ne suffira plus. Et c'est là que le plan prend toute son ampleur, qu'il bascule dans une autre dimension.
La solution pour atteindre cette nouvelle échelle se trouve un peu plus loin, et ses conséquences pourraient bien redéfinir notre société tout entière. La solution, elle est sur la Lune. L'idée, c'est d'y installer des usines et un lanceur électromagnétique, une sorte de catapulte géante. Pourquoi la Lune? Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour freiner les objets et la gravité est 6 fois plus faible. On peut donc littéralement catapulter des tonnes et des tonnes de matériel dans l'espace sans utiliser la moindre fusée. D'un point de vue économique, ça change absolument tout. Et les conséquences de tout ça sont vertigineuses. Si un tel plan se concrétise, il pourrait générer une économie des millions de fois plus grande que la nôtre. On parle d'une ère d'abondance totale, où l'intelligence artificielle et les robots s'occuperaient de tous nos besoins matériels. Une société post-rareté, un peu comme dans le cycle de la culture de Iain Banks. Ce qui nous amène à une question finale, un peu vertigineuse. Si un jour, aller sur Saturne devenait aussi simple que de prendre le bus, si tous nos besoins matériels étaient comblés, et si, par conséquent, l'argent n'avait plus vraiment de sens, qu'est-ce qu'on ferait de nos vies? C'est la question que ce futur incroyable nous pose.